Salut à toutes et à tous. En 1947, l'amiral Richard Byrd et une flotte impressionnante de navires américains s'apprêtent à explorer l'une des régions les plus hostiles et inaccessibles de la planète, l'Antarctique. Officiellement, l'expédition porte le nom d'opération High Jump, une mission scientifique destinée à tester des équipements en conditions extrêmes. Mais cette explication masque un secret beaucoup plus troublant. Selon certaines rumeurs, Byrd et ses hommes ne se rendent pas là-bas pour de simples recherches scientifiques. Derrière cette façade se cache une mission bien plus audacieuse et dangereuse, la traque d'une technologie avancée développée par les nazis dans le plus grand secret. Une technologie défiant toutes les lois connues de la physique. Après la Seconde Guerre mondiale, des rumeurs circulent au sujet de bases secrètes nazies établies dans les profondeurs glacées de l'Antarctique. Ces bases, selon certains témoignages, abritent des soucoupes volantes capables de performances inimaginables. Des prototypes que les nazis commencent à développer bien avant la fin du conflit mondial. Mais que s'est-il réellement passé lors de cette expédition? Des combats éclatent entre les forces américaines et ces mystérieux engins, forçant la flotte à se retirer précipitamment. Des témoignages parlent d'une technologie dépassant de loin ce que l'humanité connaissait alors. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de ce mystère, que cache réellement l'opération High Jump, quel est le véritable objectif de l'amiral Byrd et de ses hommes, et pourquoi certains prétendent-ils que Byrd est le témoin de phénomènes surnaturels écrits dans son journal secret. Découvrons l'une des théories les plus troublantes de notre époque, le journal interdit de l'amiral Byrd. L'Intercreuse se révèle sur Enigma et Mysterium. L'amiral Richard Byrd, figure emblématique de la marine, est célèbre pour ses expéditions historiques. Officiellement, son expédition vise des recherches scientifiques et militaires, mais des rumeurs suggèrent d'autres motifs. L'opération High Jump aurait eu pour but caché d'affirmer la souveraineté américaine en Antarctique, en localisant et détruisant une base secrète nazie et en s'emparant de leur prétendue nouvelle arme, une soucoupe volante. Des observations d'OVNI dans la région alimentent les spéculations sur des essais nazis. Quant à l'amiral Byrd, il est chargé de vérifier l'existence de ces machines volantes et il aurait découvert bien plus lors de sa mission. En décembre 1938, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, Hitler consacre d'importantes ressources à la quête d'artefacts anciens dotés de pouvoirs extraordinaires, alimentant ainsi les mystères de l'époque. Le 17 décembre 1938 marque le départ d'une expédition exceptionnelle. Le SS Schwabenland quitte l'Allemagne pour une mission clandestine en Antarctique. À son bord, une équipe composée de scientifiques et d'ingénieurs, accompagnée par des membres de la mystérieuse société de Thulé, un groupe occultiste allemand réputé pour ses croyances ésotériques. La société de Thulé nourrit la conviction qu'une race d'êtres humains supérieurs, les Ariens, réside dans les profondeurs de la Terre, avec un accès à leur monde caché quelque part au pôle Sud. La tâche secrète assignée du SS Schwabenland est de localiser un site propice à l'établissement d'une base souterraine dissimulée et de prendre contact avec les Ariens prétendument installés dans cet espace intraterrestre. L'objectif ultime de cette rencontre est de négocier l'accès à leur technologie avancée.
Un mois après avoir atteint la côte antarctique, le navire et son équipage entreprennent la cartographie de milliers de kilomètres carrés du continent. Au cours de cette exploration, ils photographient par reconnaissance aérienne une zone d'environ 400 000 km², découvrant une oasis arctique d'une superficie de près de 800 km², dépourvue de glace, remplie d'eau tiède et abritant une flore luxuriante. Cette oasis se situe au-dessus d'un évent géothermique, également connu sous le nom de cheminée hydrothermale, qui est une fissure dans la surface terrestre, souvent localisée au fond des océans. Par cette ouverture, des fluides surchauffés issus des profondeurs de la croûte terrestre s'échappent, liés à l'activité volcanique sous-marine, et se formant là où les plaques tectoniques bougent ou divergent, telles que les dorsales océaniques. La chaleur relative de cette région en fait un lieu parfait pour établir une base particulièrement adaptée aux opérations sous-marines. C'est ici que les nazis construisent leur fameuse installation souterraine, tristement connue sous le nom de base 211. Durant la Seconde Guerre mondiale, la base 211 se transforme en un vaste complexe de la taille d'une ville, conçu initialement pour le déploiement offensif de sous-marins et de missiles. Avec le cours de la guerre qui se retourne contre les forces de l'Axe, la base devient un lieu d'évasion idéal dans les derniers mois du conflit. D'importantes quantités de matériel et de personnel sont transférés en Antarctique, permettant à des milliers de nazis d'échapper à la justice et de s'infiltrer clandestinement en Amérique du Sud, beaucoup se réfugiant en Argentine. Parmi les officiers allemands notoires ayant disparu, Hans Kemmler-Cameron, responsable du programme d'armement secret d'Hitler, est particulièrement célèbre. Les ingénieurs de Kammler ont également développé un prototype d'avion à longue distance, le Junkers 390. Ce bombardier stratégique et avion de reconnaissance d'une envergure d'environ 50 mètres est équipé de 6 moteurs BMW 801D à une portée théorique impressionnante de plus de 9700 km, lui permettant d'atteindre l'Amérique du Nord depuis l'Europe, bien qu'il n'y ait aucune preuve de son utilisation au combat. Seulement 2 exemplaires seront produits, dont un appartenait à Kammler. En avril 1945, ni Kammler ni son avion ne sont retrouvés. Peu après, des milliers de signalements d'OVNI sont rapportés à travers l'Amérique du Sud. Le gouvernement américain redoute que Kammler et son équipe de scientifiques aient fui en Antarctique pour continuer leurs recherches dans une base militaire secrète enfouie sous la glace. Cependant, ces allégations ne sont que des rumeurs, et la seule manière de vérifier serait de se rendre sur le continent glacé. Avant d'aborder les observations de l'amiral Byrd en Antarctique, il est essentiel de saisir la stature de l'homme qu'était Richard Byrd. Loin d'être un adepte des théories du complot ou un pseudo-scientifique, Byrd était un homme de poigne. Il sera promu contre-amiral à l'âge de 41 ans, devenant ainsi le plus jeune amiral dans l'histoire de la marine américaine. Il est décoré de la médaille d'honneur de la marine, de la Distinguished Flying Cross pour ses actes héroïques ou services distingués dans l'aviation, et de la Silver Life Saving Medal, récompensant ceux qui ont risqué leur vie pour sauver autrui dans des circonstances dangereuses, souvent en mer ou dans des situations liées à l'eau. Il est honoré par 22 citations et éloges, dont 9 pour bravoure et 2 pour un héroïsme exceptionnel, faisant de lui l'officier le plus décoré de l'histoire de la marine américaine. Ainsi, lorsque l'amiral Byrd exprime son désir d'être le premier à survoler le pôle Nord, il le réalise sans faute. Et lorsqu'une expédition d'envergure est envoyée au pôle Sud pour une mission hautement confidentielle, il est indéniablement le plus apte à la diriger. L'opération High Jump, lancée en août 1946, a pour objectif déclaré de préparer le personnel et de tester du matériel dans des conditions de froid extrêmes, d'explorer la géologie de l'Arctique, de conduire des études météorologiques et de développer des méthodes pour construire des bases aériennes en milieu polaire. Sous la direction de l'amiral Byrd, une force navale de près de 5000 hommes, dotée de 13 navires et d'un avion de pointe, est mobilisée pour une mission essentielle. Le porte-avions USS Philippine Sea embarque une flotte d'avions, de bombardiers et d'hélicoptères. Cette armada, comprenant aussi 2 destroyers, des navires de ravitaillement, des brise-glaces, 2 hydravions fortement armés et un sous-marin d'attaque, est équipée des armements les plus avancés au monde.
Une telle démonstration de force semble disproportionnée pour de simples exercices d'entraînement et d'études. Selon des témoignages déclassifiés, cette mission sert de façade. Aucune formation de personnel, test d'équipement, manœuvre d'entraînement, exercice militaire ou études scientifiques n'a réellement eu lieu. L'opération High Jump a des objectifs bien différents. Elle vise à étendre la souveraineté américaine sur l'Antarctique, une ambition officiellement niée par le gouvernement américain. Un autre but présumé est de localiser et neutraliser une base militaire secrète nazie, la fameuse base 211, et de s'emparer de toute technologie de soucoupe volante récupérable. Cependant, selon les sources officielles, l'objectif principal de l'opération High Jump est l'exploration de l'Antarctique avec des projets parallèles incluant des tests de matériel et des expériences sur la psychologie des soldats en conditions glaciales. L'Armada arrive le 15 janvier et commence immédiatement la construction d'une base nommée Little America. Cependant, l'opération High Jump prend un tournant inattendu. Prévue pour durer de 6 à 8 mois, la base et la force opérationnelle sont évacuées après seulement 40 jours. Cette mission, extrêmement coûteuse, se termine de manière abrupte. Qu'est-il donc arrivé? C'est à ce moment que l'amiral Byrd, déjà une légende de son vivant, entre dans la postérité. La force opérationnelle de la marine américaine se retire au Chili en direction du port de Puerto Montt. Des rumeurs sur des découvertes étranges et catastrophiques commencent à circuler, entraînant l'annulation de la mission. L'amiral Byrd lui-même s'adresse aux médias, exprimant sa profonde inquiétude quant aux réelles possibilités d'attaques aériennes dévastatrices contre les États-Unis, plutôt que de nier les histoires qui circulent. Cette réaction est inattendue pour un homme aussi résolu que lui. L'amiral Byrd avertit que les États-Unis doivent agir immédiatement pour se défendre contre des menaces potentielles dans l'Arctique. Il insiste sur le fait qu'il ne souhaite pas créer de panique, mais souligne la dure réalité. En cas de conflit, les États-Unis pourraient être la cible d'engins volants capables de traverser les pôles à une vitesse incroyable. L'amiral Byrd répète dans plusieurs déclarations cet avertissement, indiquant qu'un ennemi inconnu pourrait lancer une attaque contre n'importe quelle nation, à tout moment et de n'importe où, sans considération pour la distance. À son retour à Washington, l'amiral Byrd fait immédiatement un compte-rendu et malgré 2 semaines de déclarations publiques, il ne divulguera jamais d'autres informations sur l'opération High Jump. La mission est classée top secret sur le champ et tout marin qui en parlerait risquerait l'arrestation et l'emprisonnement. La marine diffuse un résumé succinct de la mission, reconnaissant les succès et le décès de certains marins, sans toutefois préciser leur nombre, affirmant que tous les décès résultent d'accidents. Les dépouilles sont inhumées sur place sans jamais être rapatriées. Durant l'une de ces missions, l'amiral Byrd connaît un épisode de missing time de 3 heures. La fin prématurée de la mission est justifiée officiellement par des conditions météorologiques défavorables, une explication qui semble insuffisante pour expliquer la disparition temporaire d'un homme aussi chevronné. Malgré son habitude de tout consigner avec précision, Byrd rapporte à son retour que ses journaux de bord sont confisqués et classés secrets, bien que le gouvernement n'ait pas tout saisi. Il laisse un journal secret, qu'il remettra à son fils peu avant de mourir, assurant que les événements qu'il y décrit sont authentiques. D'après le journal de l'amiral Byrd, il prépare son avion pour un vol matinal. Le ciel est dégagé, et à 8h15, l'appareil s'élève à 700 mètres d'altitude. Il prend contact avec le camp de base à 9h10 pour faire un point sur la situation. Il observe alors une coloration inhabituelle dans la neige, qui n'est pas particulièrement remarquable, mais décide de survoler la zone pour l'examiner de plus près. Il informe le camp de base de sa découverte par radio au moment où ses instruments commencent à se comporter de manière étrange, ses boussoles tournant si rapidement qu'elles en deviennent inutilisables. Il utilise alors le soleil comme guide pour naviguer et garde un œil sur cette anomalie. Il note que les commandes de l'avion réagissent lentement, s'inquiète d'un éventuel givrage des ailes, bien qu'il n'y ait qu'une légère couche de glace sans signe avant-coureur de problème, et poursuit son vol en direction de ce qu'il croit être une montagne. Après 29 minutes de vol, depuis la première observation, il confirme que ce n'est pas une illusion. Il s'agit d'une palette de couleurs qu'il n'a jamais vue auparavant. La scène s'étend au-delà des montagnes et descend vers une vallée verdoyante traversée par une rivière.
À sa grande surprise, il ne s'attend pas à trouver de la verdure sur cette montagne. La vallée en contrebas présente une différence marquée. Survolant la glace et la neige, il découvre du côté bâbord d'imposantes forêts. Les instruments de navigation, y compris le gyroscope, continuent de tourner, oscillant sans cesse. L'amiral Byrd décide de faire demi-tour pour examiner la scène de plus près. Il constate que la verdure se compose de mousse ou d'herbe. L'éclairage paraît étrange. Bien qu'il puisse distinguer clairement le sol depuis sa position, le soleil n'est plus visible, ce qui le préoccupe car il s'en sert pour s'orienter. Cependant, son attention est détournée par une vision inattendue dans la vallée verdoyante ci-dessous. Un grand animal est en train de paître. Au premier abord, il semble s'agir d'un éléphant, mais non, c'est plutôt un mammouth. Cette idée paraît inconcevable. Et pourtant, la créature est bien réelle. L'amiral, décidé à descendre à 300 mètres, saisit ses jumelles pour observer de plus près la créature. Il confirme qu'il s'agit bien d'un animal semblable à un mammouth. Après avoir signalé sa découverte au camp de base, il survole les vastes pâturages et reste si stupéfait par la scène qu'il ne remarque pas immédiatement la disparition du froid. La glace qui recouvrait la fenêtre avant et les ailes de son appareil a fondu. En retirant ses gants, il touche le verre de la canopée et qui est étonnamment chaud et constate que la température extérieure atteint 23 degrés Celsius. Bien que ses instruments fonctionnent à nouveau, sa radio reste silencieuse. Rappelons-nous que, selon le rapport officiel, l'amiral Byrd perd tout contact radio pendant 3 heures. Il continue donc de voler pendant 1 heure supplémentaire au-dessus de ce qui ressemble à une campagne ou à des pâturages à perte de vue. Et soudain, il perçoit l'inimaginable. Une ville éclatante de lumière. L'amiral Byrd prend les commandes, mais elles ne répondent plus. Il constate que son avion est étrangement léger, comme s'il flottait. Soudain, de part et d'autre, des objets insolites s'approchent à grande vitesse. Ces disques lumineux semblent dominer le ciel de leur éclat. Dans un silence absolu, l'amiral Byrd tente à nouveau de manœuvrer, mais sans succès. Le moteur de l'avion s'éteint brusquement, et pourtant l'appareil continue de voler, guidé par une force inconnue. Les mystérieux engins volants se tiennent désormais tout près, permettant à l'amiral Byrd de distinguer des insignes sur leur structure. L'admiration cède la place à l'effroi lorsqu'il reconnaît des croix gammées. D'après des documents révélés en 1991, ces premiers événements se sont produits au camp Little America. 2 jours plus tôt, de lueurs intenses sont observées à l'horizon, prises par les marins pour un autre navire. Cependant, ces lumières proviennent d'une région située au-delà du cercle antarctique, dans des eaux jamais explorées auparavant. Les lumières se sont élevées à 45 degrés, changeant d'angle avec une rapidité stupéfiante dans le ciel. Malheureusement, l'établissement d'un contact radar s'avère négatif, l'objet étant hors de portée. 3 heures après, 5 autres lumières font leur apparition, se dirigeant cette fois directement vers les navires. Malgré les tirs des canons anti-aériens, aucun impact n'est observé. L'opérateur radio rapporte la nature insolite des engins qui ont surgi soudainement au-dessus de l'océan. Un témoignage appuyé par le lieutenant John Seierson qui affirme que les objets sont propulsés verticalement hors de l'eau à des vitesses ahurissantes. Des hydravions de l'USS Currituck sont envoyés pour intercepter ces phénomènes, mais sont rapidement neutralisés par un rayon d'énergie, entraînant la destruction d'environ 10 appareils. Selon les rapports, il s'agit de la première offensive d'une série d'attaques qui se succéderont dans les semaines à venir. Le 26 février marque la dernière confrontation de la force opérationnelle navale avec des engins non identifiés. Les ordres de retraite sont donnés et la flotte se retire de la zone 6 mois avant le terme prévu de leur déploiement. Le lieutenant Seierson reste perplexe face aux lumières non identifiées, se questionnant sur la possibilité qu'elles soient des armes allemandes, utilisées par des rescapés du Troisième Reich opérant depuis une base secrète en Antarctique. Après 1 heure de silence, la radio de l'amiral Byrd s'anime soudainement, portant une voix altérée parlant anglais avec un accent allemand discernable. « Bienvenue, amiral, dans notre domaine. Votre atterrissage est prévu dans exactement 7 minutes. Détendez-vous, amiral, vous êtes entre de bonnes mains. » L'avion se pose en douceur et Byrd est accueilli par plusieurs hommes de grande taille aux cheveux blonds.
L'amiral rejoint ces inconnus sur une plateforme flottante qui le propulse rapidement vers une ville souterraine. Un ascenseur le transporte en silence dans les profondeurs de la Terre pour une rencontre avec leur dirigeant. Dans une salle somptueusement décorée, l'amiral Byrd est introduit auprès d'un homme d'âge mûr, trônant majestueusement. On l'invite à prendre place. Le dirigeant se présente comme le chef des Ariani, un peuple qui observe les humains depuis des éons, mais qui n'intervient que maintenant. Il exprime ses inquiétudes quant à la jeunesse de la race humaine, encore trop immature pour gérer le pouvoir de l'atome, une force qui pourrait les anéantir. Il révèle que chaque tentative de contact avec des vaisseaux humains se solde par des tirs et des poursuites aériennes. C'est pourquoi ils ont choisi l'amiral Byrd, un homme de renom et respecté, pour transmettre leur message. Après la réunion, l'amiral est accompagné jusqu'à son avion. Peu après le décollage, une voix retentit via la radio du camp, affirmant que l'avion lui appartient désormais. Une nouvelle voix lui transmet un message grave, lui enjoignant de témoigner de ce qu'il a observé à la surface. Le message met en garde l'humanité contre le chemin destructeur qu'elle emprunte, notamment en ce qui concerne les armes nucléaires, et souligne l'importance de communiquer cette mise en garde aux dirigeants du monde. La voix exprime une préoccupation profonde pour l'avenir de la Terre et supplie Byrd de devenir le messager de cet avertissement contre les périls de l'autodestruction. Le message, empli de sagesse et de compassion, suggère qu'une civilisation avancée et souterraine veille sur l'humanité et cherche à la sauver d'elle-même. À son arrivée au Pentagone en mars 1947, l'amiral Byrd est soumis à un débriefing et à un interrogatoire de plusieurs heures. Il transmet le message reçu et informe le président, mais il lui est ordonné de rester silencieux sur l'opération. Fidèle à cet ordre, l'amiral Richard Byrd ne révélera jamais publiquement les détails de cette expérience. La mission de l'amiral Byrd est consignée dans son journal et des années plus tard, il exprime ses sentiments sur ce qu'il appelle une longue nuit. « Je ne souhaite pas emporter ce secret dans la tombe, tout comme la longue nuit arctique cède la place à l'aube. Le soleil éclatant de la vérité brillera de nouveau, et ceux qui sont dans l'ombre seront éclairés par sa lumière, car j'ai vu cette terre au-delà du pôle. » Le grand amiral Richard Byrd de la marine des États-Unis s'éteint le 24 décembre 1956. 3 mois plus tard, son journal secret est découvert par son fils, Richard Byrd Jr. Cependant, le journal reste confidentiel, soumis à des pressions externes, y compris de la part d'agences gouvernementales et militaires. Il est dit que Byrd Jr. aurait souhaité divulguer ces informations, mais qu'il aurait été dissuadé ou empêché de le faire. L'Antarctique dépasse en taille l'Europe, l'Australie et même la totalité des États-Unis, représentant une vaste étendue de nature sauvage et, 18 mois après la signature d'un traité entre certaines puissances, une interdiction est imposée à quiconque de se rendre dans cette région sans une autorisation spéciale de l'un des 12 gouvernements signataires. Et même avec une telle autorisation, l'accès est limité à certaines zones restreintes. Ces histoires polaires, mêlant ovnis, bases secrètes et conspirations gouvernementales, alimentent la sphère complotiste. Bien que certaines puissent être démystifiées, d'autres restent enveloppées dans l'ombre. Le journal secret de l'amiral Byrd est fréquemment évoqué dans ces débats. D'après certaines sources, les mises en garde qu'il contient seraient curieusement similaires à celles présentées dans le film Lost Horizon de 1937, où le protagoniste reçoit des avertissements comparables de la part du Dalai Lama. Quand le journal secret de Byrd a émergé, Raymond Bernard, aussi connu sous le nom de Walter Siegmeister, fait référence à l'amiral Richard Byrd dans son ouvrage The Hollow Earth en 1959. Il se penche précisément sur les récits et les hypothèses liées aux expéditions de Byrd en Antarctique, et plus particulièrement sur l'hypothèse selon laquelle l'amiral aurait trouvé un passage vers un monde souterrain durant ses explorations. Bernard s'est appuyé sur les conjectures, entourant ce journal secret qui décrirait la rencontre de Byrd avec une civilisation avancée vivant à l'intérieur de la Terre. Bernard utilise les explorations de Byrd comme preuve principale pour étayer sa croissance en une terre creuse. Il soutient que les découvertes de Byrd auraient été délibérément dissimulées au public, alimentant ainsi la théorie de l'existence de puissances occultes désireuses de cacher ces vérités.
Quant aux nazis, la situation devient plus complexe. Il est avéré que les Allemands, sous le régime nazi, manifestaient un intérêt stratégique pour l'Antarctique, en particulier pour des motifs liés à l'industrie de la graisse et de la margarine. Donc bien loin des histoires fantastiques. Avant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne est fortement dépendante des importations de graisse animale pour la production de margarine et d'autres biens de consommation. La graisse de baleine est alors hautement convoitée, utilisée notamment dans la fabrication de margarine, un élément crucial de l'alimentation du pays. Entre 1938 et 1939, l'Allemagne nazie lance une expédition en Antarctique, baptisée l'expédition de la Nouvelle Souabe, sous la direction de l'officier Alfred Ritscher. Malgré les nombreuses spéculations actuelles, l'objectif de cette mission est alors d'acquérir un territoire antarctique pour l'Allemagne, assurant ainsi l'accès à des ressources précieuses, telles que les stations baleinières, cruciales pour l'industrie allemande de l'époque. Bien que l'expédition ne permet pas de créer une base durable, elle marque un tournant stratégique pour l'Allemagne qui, avec le début de la Seconde Guerre mondiale, doit revoir ses priorités. L'intérêt porté aux ressources baleinières témoigne de l'importance de la graisse animale dans l'économie allemande. Quant à l'opération High Jump menée par les États-Unis, des doutes subsistent quant à ses véritables intentions. L'amiral Byrd, qui en était responsable, n'a jamais évoqué publiquement ses objectifs, hormis à travers des déclarations énigmatiques rapportées par le journal chilien El Mercurio. Ce journal de renom a publié une interview de l'amiral Byrd, initialement en espagnol. Lors de sa traduction en anglais, il semble que ses propos aient été altérés, donnant lieu à une version plus sensationnaliste de l'événement. Cela illustre bien l'adage « Pourquoi laisser la vérité entraver une histoire captivante ?» L'amiral Byrd n'a jamais affirmé l'existence d'engins volants capables de traverser les pôles à des vitesses incroyables. Il a plutôt averti que les États-Unis pourraient subir une attaque aérienne depuis les pôles et devraient se préparer à cette possibilité. L'opération High Jump suscite un vif intérêt médiatique avec une douzaine de journalistes couvrant l'événement au quotidien. Face à un manque d'action, les reporters ont embelli leur récit pour éviter la monotonie des bulletins d'information habituels. Par exemple, la découverte par Byrd d'un petit lac aux eaux chaudes abritant des algues se transforme en récit de terre bleutée, de lacs verdoyants et de collines brunes se détachant sur un désert de glace sans fin. Après la chute de l'Union soviétique en 1991, des milliers de documents classifiés sont dévoilés. Un document de 1947 détaille l'opération High Jump. En 2006, un documentaire russe basé sur ce rapport de renseignement sera d'ailleurs diffusé. Je suis d'avis que l'opération High Jump est probablement une mission destinée à localiser et anéantir une base nazie secrète. Les récits d'affrontements avec des ovnis émanent de documents soviétiques, mais leur véracité est incertaine, et bien que certains noms de navires mentionnés soient erronés, d'autres sont corrects. Il est connu que l'armée américaine a parfois modifié les noms de ces navires et réécrit leur histoire pour des motifs politiques. Le rapport soviétique indique que les ovnis n'ont pas cherché à détruire les navires américains, mais plutôt à les repousser, ce qui conduit à la brièveté de la mission. Officiellement, la météo est invoquée, mais cela soulève des questions sur le gaspillage des ressources. Était-ce une protection d'ovnis ou une désinformation des services secrets américains? Une grande partie de l'histoire reste incertaine, et il semble que l'Antarctique détienne les réponses. Les gouvernements mondiaux s'accordent pour garder les secrets de l'Antarctique. Je vous laisse avec deux pensées. Peu après l'opération High Jump, un ovni s'écrase près de Roswell, non loin de la centrale nucléaire de Palo Verde. Les ovnis sont souvent signalés au-dessus de sites nucléaires civils ou militaires. Enfin, l'amiral Byrd disparaît pendant 3 heures lors d'un vol en Antarctique, ce qui est étrange compte tenu de la portée limitée de son avion. Je vous remercie de suivre la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur j'aime pour encourager le contenu, à partager vos impressions en commentaire ou à faire un don sur Tipeee si vous le souhaitez. Ne restez pas de glace et soyez à l'écoute pour plus d'énigmes passionnantes sur Enigma et Mysterium.